On a monté une expédition de rendez-vous. Il ne s'agit plus maintenant de trouver ce continent dont on pense que c'est fini, on ne le cherchera plus, il n'existe sûrement pas, il n'est pas au milieu du Pacifique, il n'est probablement pas au sud, et là c'est faux, il y est, mais enfin, on le découvrira beaucoup plus tard. Et on va faire une expédition de rendez-vous. Comme on fait maintenant des expéditions de rendez-vous en l'air, entre deux vaisseaux cosmiques, maintenant on va essayer de faire rencontrer deux navires en passant au nord de l'Amérique. C'est tellement tentant. On passe au sud de l'Amérique, c'est le fameux Cap Horn. Pourquoi n'en serait-il pas de même? Après tout, il y a de la glace au sud. Pourquoi n'en serait-il pas de même entre le continent américain et les glaces? N'y a-t-il pas un passage? Alors, un des navires, le Lion, va entrer par la baie de Baffin entre Groenland et Canada, pendant que les bateaux de Cook vont essayer de passer entre Amérique et Asie. Et ils espèrent se retrouver à mi-chemin. Alors, ils partent 3 bateaux, la Résolution, le Discovery et le Lion. Et bien sûr, c'est la route habituelle, le Cap, un petit détour pour reconnaître les îles Kerguelen, et on va arriver en Nouvelle-Zélande, à la base de la baie de la Reine Charlotte. Les Maoris, bien sûr, ne sont pas là. Il n'y a personne à l'arrivée. Tout le monde a fichu le camp à l'intérieur des terres. Et oui, est-ce que Cook va venger le massacre des compagnons du capitaine Furneaux? Et Cook descend avec un drapeau blanc. Il avait appris aux indigènes ce que voulait dire ce drapeau blanc, signe de bonne volonté. Et peu à peu, les Maoris s'approchent. Il n'y aura pas de vengeance. Cook estime que la vengeance ne sert à rien, qu'elle ne rendra pas la vie à ceux qui sont morts et qu'il vaut mieux continuer à avoir des rapports amicaux. Il laisse les Maoris à leur remords. Et ils en ont, car ce sont des gens violents, ce sont des gens qui punissent de mort ceux qui ont tué, et on amène à Cook l'auteur du massacre. Il refuse de le tuer. Et ceci va lui donner une immense réputation dans toutes les îles du Pacifique, car le bruit va en courir partout. Alors, est-ce à cause de cela que l'atmosphère a changé quand, commençant son voyage vers le nord, n'oublions pas, il va vers chercher le passage du nord, il arrive aux îles Tonga, et que là, son attitude change complètement. Lui qui a toujours été un homme modeste, un homme effacé, un homme calme, va vivre une année de fastes incroyables. Il va accepter des honneurs comme on n'en donne qu'à un dieu. Il semble grisé par sa puissance. Cook, l'ouvrier agricole, est devenu le roi du Pacifique. Plus qu'un roi, un dieu. Il se fait, semble-t-il, initier aux religions de ces régions. 1 an. Les filles envahissent les bateaux. On les garde, on les emmène d'île en île. Ce qui n'empêche que son attitude vis-à-vis des déserteurs devient plus dure. Les déserteurs, maintenant, on leur coupe les oreilles quand on les trouve. Son attitude vis-à-vis des otages aussi est plus dure. On les garde, les otages, maintenant, quand on les a. Il semble que le personnage change. Est-ce la cinquantaine? Est-ce le démon d'11 heures? Enfin, au bout d'1 an, tout de même, il est repris par le devoir, ce devoir qui le pousse vers le nord. Alors, il se déhale vers le nord. Et il rencontre un chapelet d'îles enchantées. Un chapelet d'îles verdoyantes, admirables, qu'on ne connaissait pas. Ce sont les îles Sandwich. Les îles Sandwich, ce sont les Havaï. Ce sont les îles Havaï où les Américains sont installés maintenant et où a commencé le désastre de Pearl Harbor et l'entrée des Japonais dans la Deuxième Guerre mondiale. Cook est reçu, comme partout maintenant, avec des honneurs divins. Mais il ne reste pas longtemps. Il n'a pas le temps, il a du travail, et il monte, après les Havaï, vers le nord, et il atteint la côte ouest de l'Amérique, et il va longer les côtes de l'Alaska. Il croit voir une baie à l'ouest
il s'y enfonce, et non, c'est un passage. James Cook a découvert les îles Aléoutiennes. Il suit les îles Aléoutiennes, ce grand chapelet d'îles, et puis il y a une terre au bout. Mais ça n'est plus une île. C'est le Kamtchatka. James Cook a relié le continent américain au continent asiatique. Alors entre les deux, eh bien c'est le passage. Alors il va vers le nord et il cherche le passage. Et de même qu'il s'est heurté à la banquise au sud, il se heurte à la banquise au nord. Non, il n'y a pas de passage du nord. Il cherche. Avec acharnement, il ne trouve pas le passage du nord. Eh bien, s'il n'y a pas de passage du nord, il n'y en a pas. Il décide de revenir à sa base de Nouvelle-Zélande. Il repart vers le sud et il s'arrête aux Havaïs. Il y est accueilli comme un dieu. Mais alors vraiment comme un dieu. C'est le personnage qu'on adore, qu'on admire, qu'on encense, qu'on couvre de cadeaux, dont on exauce les moindres désirs. Il se laisse encore faire, peut-être moins qu'au moment des Tonga, mais enfin tout de même, il se laisse encore faire. Et puis, ça dure, parce qu'il faut réparer les bateaux, il faut acheter des vivres. Si bien que ces hommes qui l'entourent, qui sont aussi honorés, et ce Dieu qu'on adore, ben ça finit tout de même par coûter cher aux yeux des populations indigènes. Alors quand il part pour regagner la Nouvelle-Zélande, les indigènes poussent un ouf de soulagement. Un Dieu, ça va quand il passe, mais quand il reste trop longtemps, c'est trop cher à entretenir. Mais il ne va pas, hélas, rester longtemps parti. Un mât casse au bout de 48 heures, il faut le réparer, il revient aux Havaïs. Et là, l'atmosphère a changé. Que s'est-il passé? On ne sait pas. Mais ça n'est plus l'accueil enthousiaste, c'est même froid, très froid. On commence à le voler, ce qu'on ne faisait pas avant. On lui vole des objets, on lui vole des hommes, on ne lui rend plus ses déserteurs. Quand il les demande, on rit, on se moque de lui. C'est un homme calme, nous le savons. Enfin, tout de même, le changement d'attitude est un peu brutal, il s'énerve. Et puis un jour, un affront majeur. On lui vole une chaloupe. Pour un indigène du Pacifique, le vol d'un bateau, c'est vraiment vouloir insulter un ennemi. Un ennemi? Suis-je donc devenu un ennemi, se demande Cook. Et il va demander son bateau. On ne se laisse pas impunément voler un bateau. Il débarque et le drame commence. L'accueil est franchement hostile. Des hurlements, les gens sont habillés en costume de guerre, on brandit des armes. Le roi, qui semble exercer une influence modératrice, s'approche, demande à parler à Cook. Cook part avec lui, s'enferme un moment dans une case avec le roi, et quand il ressort, il tient le roi par la main. Il paraît que c'est un affront qu'il fait au roi et donc à son peuple. Alors les clameurs augmentent et on commence à avoir des pierres qui volent, des saguets qui volent. Cook lui-même n'est pas directement menacé. Bien sûr, on brandit le poing, bien sûr, on le menace, mais enfin, il ne reçoit rien. C'est ces soldats, c'est ces marins qui tombent les uns après les autres et qui commencent à se replier. Alors, il vise un énergumène qui, devant lui, le menace d'une arme. Il tire. La charge ne fait qu'entrer dans le bouclier, ne tue pas l'homme. Cook essaye de tirer un second coup. Et il tue un autre homme, il se trompe. Alors, c'est le déchaînement. Et les hommes de Cook commencent à reculer, à se rapprocher de la mer. Jugeant la position intenable, James Cook se retourne pour partir aussi. Tant qu'il a été de face, on ne lui a rien fait à lui. Mais il tourne le dos. D'un coup, un prêtre qui était là se précipite et lui plonge son couteau dans la nuque. James Cook s'effondre, probablement mort sur le coup. Et on assiste là alors une scène incroyable, impensable, quand on réfléchit aux honneurs dont on l'entourait il y a seulement quelques jours. Chacun se précipite sur lui, chacun semble avoir à cœur de tremper son poignard dans le corps du Dieu mort. Les soldats, les marins reculent, s'embarquent, le second qui était là blessé s'embarque aussi, ils gagneront le navire et ils se prépareront
à une expédition pour récupérer le cadavre du capitaine. Dans la nuit, ils vont voir brûler le bûcher sur lequel on fait griller les restes du corps du dieu tombé. Comme il faut quelques jours au bateau pour se préparer à repartir, les indigènes auront le temps de venir demander pardon. Ils regrettent. Et ils apportent ce qu'il reste du capitaine James Cook. Ils rapportent son crâne, ses mains. Et le second de Cook voudra, comme son patron, faire grâce. Il n'y aura pas de vengeance pour la mort du capitaine Cook, comme lui aurait souhaité qu'il n'y en eût pas. Et ces quelques restes seront enterrés là, aux îles Hawaï. Son second partira essayer de continuer la mission vers le nord, bien sûr. Il se cassera le nez sur les glaces et il reviendra, lui, qui a été blessé, mourir en terre russe, entre les mains des Russes en Sibérie. Cook est mort. Sa dernière exploration, sa dernière mission, n'a pas été plus couronnée de succès que les deux premières. La première fois, il devait voir Vénus, il ne l'a pas vue. La deuxième fois, il devait trouver le continent antarctique, il ne l'a pas trouvé. La troisième fois, il devait trouver le passage du Nord, il n'a pu le franchir. Alors, qui est James Cook? Un aventurier raté? Eh non. Les missions qu'on lui avait données étaient des missions impossibles. Et de ces missions impossibles, il avait su faire un merveilleux travail de synthèse. C'est lui qui a rassemblé, en les découvrant à nouveau, toutes les découvertes des siècles précédents dans l'océan Pacifique. Et l'océan Pacifique que nous connaissons maintenant, c'est James Cook qui nous l'a offert. Parce que maintenant, c'est fini. Après Cook, il n'y a plus de mystère du Pacifique. Non seulement les terres sont connues, bien sûr, on découvrira encore quelques îles ça et là, qui sait s'il n'y en a pas encore quelques-unes à découvrir. Mais la géographie du Pacifique est faite, et non seulement sa géographie physique, mais sa géographie humaine. On connaît les populations, on sait que ces hommes, on peut les approcher. On sait, grâce à l'humanité de Cook, qu'on peut avoir des échanges avec eux. On commence à pressentir que leur civilisation était une grande civilisation. Cook est mort, mais le Pacifique reste. Quand il apprendra sa mort, le roi d'Angleterre pleurera. Et il a raison de pleurer. Il pleure sur le capitaine. Il pleure sur le découvreur. Il pleure surtout sur l'homme. Cet homme qui avait su montrer que même dans ces siècles terribles, où la naissance était tout, un ouvrier agricole, sérieux, courageux, travailleur, intelligent, persévérant, fidèle, pouvait avoir sa place parmi les plus grands.